Bienvenue sur Mathérapie. Aujourd'hui, dans le cadre du chapitre sur les lois de probabilité, nous allons aborder la variable aléatoire continue. La densité de probabilité. Alors, reprenons un exemple de la taille des individus. On avait travaillé cet exemple dans une vidéo précédente en statistique à deux variables. Alors, la variable aléatoire x, ainsi obtenue, est donc continue. Elle peut prendre toute une série de valeurs entre une plus petite taille pour des individus et une plus grande taille probable. Donc, il est très peu probable de tomber sur des personnes qui mesurent 3,50 m, comme il est très peu probable de tomber sur des individus qui mesurent 37 cm. La représentation graphique de cette variable est une courbe continue appelée courbe de distribution de fréquence, dont l'équation est donnée par y est une fonction de x. La fonction f est appelée densité de probabilité. Cette courbe vérifie les propriétés suivantes. Alors, première propriété, l'intégrale sur l'ensemble des réels, donc de moins l'infini à plus l'infini de la fonction f de x dx est égale à 1, c'est-à-dire 100%. La probabilité que x soit inférieur ou égal à b est donc donnée par l'intégrale de moins l'infini à b de la fonction f de x dx. Et finalement, la probabilité que la variable aléatoire x soit comprise entre deux valeurs a et b est l'intégrale entre a et b de f de x dx. Vous comprendrez aisément qu'il y a un lien direct entre la notion de variable aléatoire continue et le calcul intégral qui a été vu dans d'autres vidéos. La fonction f est appelée densité de propriété et donc elle vérifie ces trois propriétés sur un graphique. On peut donc venir placer cette courbe qui est ici une allure de courbe en cloche. Alors la première propriété qui nous dit que l'intégrale sur l'ensemble du domaine, donc de moins l'infini à plus l'infini, vaut 100%, ça veut dire que l'on retrouve 100% des individus qui ont, par exemple, une taille comprise entre moins l'infini et plus l'infini. Maintenant, la deuxième propriété, quand je calcule la probabilité qu'un individu ait une taille inférieure à la taille b, je retrouverai donc le calcul intégral de moins l'infini jusque b. Et pour une valeur fourchette, donc comprise entre a et b, nous retrouverons un simple calcul de surface qui nous donnera au fait l'aire de la surface hachurée divisé par l'aire de la surface totale. L'aire de la surface hachurée n'est autre que l'intégrale entre a et b de f de x dx. La probabilité pour que x prenne exactement une valeur donnée est donc quasi nulle. La fonction de répartition d'une variable continue est définie par grand F de x est égal à la probabilité que x soit inférieur ou égal à une donnée petit x, et c'est donc une intégrale entre moins l'infini et petit x de f de t dt. Les paramètres de distribution de cette variable aléatoire continue, donc l'espérance mathématique, sa moyenne, e de x, est donnée par l'intégrale sur l'ensemble des réels de moins l'infini à plus l'infini de x fois f de x dx. La variance, quant à elle, est donnée par une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré f de x dx moins l'espérance mathématique au carré. Donc nous retrouvons bien, donc pour le calcul de l'espérance, la somme, vous vous souvenez que en statistique, pour calculer une moyenne, on calculait la somme des fréquences, donc la somme des f de i xi. Dans le cas ici d'une variable aléatoire continue, c'est donc la somme des f de x fois x
Puisque cette variable est continue, nous allons donc utiliser le symbole d'intégration pour calculer une infinité très grande de petits produits x fois f de x. Quand nous avons cette espérance mathématique, nous pouvons du coup l'injecter pour calculer la variance, et là on ne recalcule plus la somme finie des f de i xi carré, mais simplement une intégrale de f de x carré dx, et on retire la moyenne au carré, donc l'espérance mathématique au carré. Pour l'écart type, sans surprise, quand nous avons la variance, il suffit d'en extraire la racine carrée. Alors, dans l'exemple introductif des variables normales, je vais reprendre une étude statistique. C'est la taille des garçons de 15 à 18 ans, représentée par un échantillon de 100 personnes, et il a donné comme taille moyenne 1,73,35 cm et comme écart type 10,64 cm. Si je trace l'histogramme de fréquence et le polygone des fréquences, il se représente comme suit, donc avec des bâtonnets et un histogramme qui a une courbe, on dirait une espèce de petite pyramide, comme ça, de deux petits triangles. Le polygone, si on commence à augmenter maintenant l'effectif, il va ressembler de plus en plus à une courbe en cloche et qui aurait un axe de symétrie en x égale 1,73,35 m. Donc plus on va augmenter l'effectif, plus la population va se rapprocher de la population totale et plus le polygone de fréquence va ressembler à une courbe en cloche qui est appelée courbe normale ou courbe de Gauss, parfaitement symétrique par rapport à sa valeur moyenne. Dans ce cas-là, le nombre de tailles observées étant très élevé, on peut les répartir dans des classes dont l'amplitude est de plus en plus petite. À la limite, l'amplitude de chaque classe se réduit à un point de l'axe. Cette courbe normale, cette courbe de Gauss en cloche représentée ici, a pour axe de symétrie x égale 1,73,35 m. Cette courbe sert de modèle mathématique pour de nombreuses distributions de variables continues. Des tests doivent être effectués au préalable pour déterminer si l'on peut utiliser ce modèle ou un autre, comme la loi de Poisson, la loi de Student ou la loi de Fisher. Une variable aléatoire continue est appelée variable normale de moyenne x notée avec une barre. Donc je vous renvoie vers la vidéo de statistiques et d'écart type petit sigma. Si la fonction de densité est donnée par cette fonction, alors on retrouve une constante 1 sur l'écart type fois la racine de 2π multiplié par une fonction exponentielle e exposant moins, alors entre parenthèses, petit x moins la moyenne, le tout au carré, divisé par 2 fois la variance ou 2 fois l'écart type au carré. Comme exercice, vous pouvez tracer la fonction e exposant moins x carré. Vous aurez une idée d'une courbe en cloche. Pour retrouver cette fonction de densité, il suffit d'effectuer des petites manipulations de fonctions comme vous avez eu l'habitude de le faire dans votre cours de 4e. La loi ainsi définie est appelée loi normale et est notée grand N entre parenthèses la moyenne virgule l'écart type. La loi ainsi définie va nous permettre de pouvoir déterminer la densité de probabilité x qui représente une valeur de la variable observée. Y, c'est la fréquence de cette variable observée, et x avec une barre, c'est donc la moyenne de distribution de probabilité, et sigma, son écart type. Alors, la représentation graphique de cette fonction a toujours la forme caractéristique d'une cloche. Cependant, elle peut être un peu plus aplatie ou un peu plus resserrée, une belle courbe bien resserrée autour de ses valeurs moyennes. La courbe est donc symétrique par rapport à la moyenne. Elle admet un maximum en la moyenne. L'axe des OX est une asymptote horizontale et elle a des points d'inflexion en la valeur moyenne moins l'écart type et la valeur moyenne plus l'écart type.
Le mode, la moyenne et la médiane se confondent. Parmi les lois normales, il en est une qui joue un rôle particulier, la loi normale centrée réduite, pour laquelle la valeur moyenne vaut 0 et l'écart type vaut 1. Elle est notée n entre parenthèses 0, 1. Toute loi normale, donc n pour n'importe quelle moyenne et n'importe quel écart type, peut être amenée à une loi normale centrée réduite par un changement de variable. Pour obtenir la distribution de probabilité de la loi normale centrée réduite, on va donc poser t égale x moins la moyenne sur l'écart type. La dérivée de t, donc dt, est donc égale à la dérivée de x dx sur sigma. Donc on a la différentielle de t est égale à la différentielle de x sur sigma. Ce qui entraîne une distribution de probabilité qui devient, par conséquent, j'ai été un peu vite, f de x est égal à 1 sur racine de 2pi, e exposant moins 1/2 de t carré. Cette fonction est toujours définie sur l'ensemble des réels, elle est positive, elle a une forme de cloche et elle est symétrique par rapport à l'axe des y. On peut donc démontrer, en réalisant ce changement de variable, que l'intégrale de 1 sur racine de 2pi e exposant moins 1/2 de t carré dt est égale à 1. On retrouve bien les 100% de la population sous la courbe en cloche. La probabilité que t soit strictement plus petit que a représente l'aire de la surface comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et la droite d'équation t égale a. Donc c'est représenté ici sur la figure. En pratique, nous utiliserons des tables pour éviter de refaire sans arrêt le même calcul intégral, donc la même intégrale qui n'est vraiment pas simple à calculer. Et donc Gauss a rassemblé tous ces éléments dans des tables qui vont pouvoir nous donner l'aire de la surface comprise entre la courbe normale centrée réduite, l'axe des x et la droite d'équation t égale a, c'est-à-dire tout simplement déterminer la probabilité de trouver une observation inférieure à la valeur a. Donc dans les propriétés, on retrouve bien que la probabilité de distribution est égale à 1. On retrouve ici dans la partie assurée la probabilité que n soit strictement plus petit que a et qui génère du coup un complément qui est plus grand que a. Donc la probabilité que n soit strictement plus grand que a, c'est le complément, donc 1 moins la probabilité que n soit strictement inférieur à a. La probabilité que n soit strictement plus petit que moins a sera donc équivalent à 1 moins la probabilité que n soit strictement plus petit que a. La probabilité que n soit strictement plus grand que moins a sera lui équivalent à la probabilité que n soit strictement plus petit que a. La probabilité de trouver une valeur inférieure à x, donc la fonction de répartition f de x qui est égale à p de x strictement plus petit que petit x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de 1 sur racine de 2pi e exposant moins 1/2 de t carré dt. Voilà un exemple de table. Alors, nous allons retrouver pour une loi normale centrée réduite, donc une loi normale n01, différentes valeurs ici. Donc, on va pouvoir, sur la première colonne, avoir une valeur qui correspond à un 0, 0, 0, 1, 0, 2. Si on veut affiner pour avoir par exemple 0, 21, alors à ce moment-là, on se mettra sur la troisième ligne et sur la deuxième colonne pour pouvoir recalculer donc les valeurs des aires, donc les probabilités que A se réalise. Donc, on reviendra sur cette table dans le cas d'un exercice concret. Donc, par exemple, pour la détermination du quotient intellectuel des individus, c'est une variable aléatoire x qui suit une loi normale. La moyenne du quotient intellectuel dans la population est de 100 et l'écart type est de 15. Donc on peut noter cette normale par 100,15 et on peut se ramener à une normale centrée réduite. Donc j'ai repris ici un petit graphique qui représente un petit peu le QI dans une population. Donc, en utilisant les lois normales, on se rend compte que la moyenne est de 100, la moitié de la population a moins de 100 de QI,
l'autre moitié a plus que 100 de QI. Nous avons 68% de la population qui ont entre 85, qui est l'écart type, qui est égal à la moyenne moins l'écart type, et 115, qui est égal à la moyenne plus l'écart type. Nous avons donc par conséquent, c'est-à-dire le complément donc de 68, donc dans ce cas-ci 32%, qui a un quotient intellectuel qui est plus petit que 85 et un quotient intellectuel qui est plus grand que 115. Donc ces 15% sont répartis par exemple vers le haut, donc 15% ont plus que 115 et 15% de la population a moins de 85 de QI. On peut encore affiner si on va sur 2 fois l'écart type, donc 100 plus 2 fois 15, 130, il n'y a plus que 2,5% de la population qui a plus de 130 de QI. Et de l'autre côté, si nous prenons 100 moins 2 fois l'écart type, 70, il n'y a que 2,5% de la population qui a moins de 70 de QI. Alors, toutes ces valeurs que je viens de vous donner, 2,5%, 13,5%, 68%, nous allons pouvoir les retrouver dans une table. Voilà, donc la probabilité de trouver une valeur inférieure à x, je prends ma loi normale, je vais la centrer et je vais la réduire. Dans un premier temps, je la centre et je ramène la moyenne non plus à 100 mais en 0. Et je vais ensuite la réduire, l'écart type ne sera plus de 15 mais sera de 1. Alors à partir du moment où j'ai centré et réduit ma loi normale, je vais pouvoir utiliser directement ma table pour déterminer les probabilités d'être, par exemple, inférieur à un QI de 137. Alors, quelle est la probabilité qu'un individu ait un QI supérieur à 135? On va d'abord centrer la loi normale. Donc, 135 moins 100, on se déplace de 100 vers la gauche, ce qui me fait 35, et pour la réduire, le 35 doit être divisé par l'écart type 35 sur 15, 2,33. Donc la probabilité qu'un individu ait un QI supérieur à 135, on va donc pouvoir utiliser la table pour calculer la probabilité, tout d'abord qu'il ait un QI inférieur à 135, je l'ai déjà centré, je l'ai réduit, ça équivaut à la probabilité que Z sur la loi normale centrée réduite soit strictement inférieure à 2,33. Je vais donc devoir aller rechercher la probabilité associée à une valeur de 2,33 dans les tables. Alors dans les tables, je vais trouver 0,9901, c'est-à-dire 99,01%, et donc par complément, je vais donc pouvoir déterminer qu'il y a 0,99% de la population qui ont un QI strictement supérieur à 135. Comment j'ai trouvé cette valeur de 0,9901? Eh bien, je vous ai dit qu'on devait aller rechercher une valeur de 2,33, donc je me place sur la ligne 2,3, je vais rechercher la colonne 0,03 pour obtenir la valeur 2,33 et je lis donc dans l'encadré 0,9901. Alors je peux continuer maintenant l'exercice par exemple avec un QI inférieur à 75. Donc à ce moment-là je centre 75 moins 100 moins 25, je réduis, je divise par 15 moins 1,67. Pour calculer cette probabilité, je vais utiliser le complément, puisqu'il n'y a pas de valeur négative dans mes tables, donc je recherche la probabilité qu'un individu ait un QI strictement supérieur à, donc ici, une fois que c'est centré réduit, 1,67. Alors, je vais aller lire cette valeur dans les tables, donc 0,9525. Et puis comme ça, je pourrais calculer son complément pour trouver qu'il y a 4,75% des individus qui ont moins de 75 de QI. Donc là, je retourne dans ma table et je viens lire à 1,6, donc sur la ligne 1,6, et je m'arrête à la colonne 0,07 pour lire la valeur associée à 1,67, c'est-à-dire 0,9525. Maintenant, si je recherche la probabilité qu'un individu ait un QI compris entre 75 et 135, eh bien, je vais reprendre les résultats que j'avais déjà trouvés pour 135 et pour 75, et donc pouvoir par extension, donc pour
la probabilité qu'un individu ait un QI strictement inférieur à 135, ça équivaut en centré réduit à Z strictement inférieur à 2,33. Et pour 75, ça correspondait à 1,67, donc son complément, 1 moins la probabilité que Z soit strictement plus petit que 1,67, ce qui me fera 94,26% des individus qui ont un QI entre 75 et 135. Voilà, j'espère que j'étais clair. On se retrouvera bientôt dans un autre chapitre. Ici, le chapitre sur les variables aléatoires est terminé. Donc, à bientôt sur Ma Thérapie.